Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Ce soir, une émission bien remplie. D'abord et avant tout, on a retrouvé Éric Bélanger qui vient nous parler de nouveautés chez Éthique. Guy-Paul Thibault qui a décidé de partir à la pêche. Alors, j'ai été dévaliser un peu le magasin des Amants de la nature. Question de vous rapporter quelques armes et munitions et de parler du bon choix de calibre pour la chasse au petit gibier. On va se rendre aussi du côté du secteur Odanak, une belle initiative faunique là-bas. On parle de perche chaude, donc une belle émission qui se dessine. Je reçois des photos de votre part. Fred Laplante en a fait ainsi, il m'a envoyé des superbes photos. Bon, d'abord, Fred, félicitations, une belle prise, un beau gibier de collecté dans la zone 2, dans le Témiscouata. On parle de 242 livres le mâle. Donc, félicitations pour ta prise, c'est une très belle récolte, mais je veux attirer votre attention vers une autre chose. Regardez la qualité de la photo. Et là, je ne vous parle pas strictement qu'au niveau du photographe dans la qualité de sa prise de photo. Remarquez, l'arme bien positionnée. Notre chasseur a son dossard sur le dos. Il a pris la peine d'essuyer les places où il pouvait peut-être potentiellement avoir du sang sur l'animal et il n'a pas fait exprès pour se placer dans la mare de sang qui a eu lieu après le tir. C'est évident qu'on ne peut pas toujours éviter le sang. C'est un paramètre qui souvent va se retrouver sur la photo et qui fait partie de la game de la chasse. Mais en prenant la peine de prendre un beau positionnement pour une prise de photo de cette qualité-là, bien, l'image du chasseur québécois est revampé et bien vu, c'est respectable. Fred, félicitations et pour ta collecte de gibier et pour ta responsabilité en termes de chasseur, pour la qualité de la photo que tu nous amènes là. On revient de République dominicaine. L'équipe de Loisirs Chasse et Pêche qui se l'est jouée à la dure en République dominicaine. Malheureusement, on n'avait pas accès à notre territoire de chasse ici au Québec. On a paré un peu la situation en allant tirer quelques lignes à l'eau du côté de la République dominicaine. C'est sûr, on va vous présenter ça dans les émissions à venir. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a fait beaucoup de choses. D'abord, très belle expérience parce qu'on a été entouré de la population locale dans notre expérience. On s'est rendu là-bas avec les gens de Primavera Tropical qui nous ont amenés à la pêche en haute mer. On a pu prendre du mahi-mahi, on a pu prendre un très beau barracuda. On s'est rendu dans les terres en haut de Boca Chica à aller pêcher. Le pacou, on a pêché aussi le requin d'eau douce, le pangasius, quelques très beaux tilapia. On a eu le temps de faire de la plongée. On vous a pris des images de très, très beaux poissons, certains plus rares que d'autres à voir. Pêche sur les bancs de corail à bord d'une chaloupe presque douteuse, toute petite, tout près de ce que le guide nous appelait comme étant tiburon blanco, donc des requins blancs un peu stressants, mais on a fait des belles prises. On a pris des balistes, on a pris du red snapper, on a pris du mérou. J'arrête, hein, c'est presque plate de vous en parler. Mais j'ai hâte de vous présenter ça parce qu'on a eu un très beau voyage. J'ai des images en ma tête d'une raie manta majeure qui faisait des grands sauts à l'extérieur de l'eau, d'une prise d'une pieuvre sur le bord d'un cap. Vous n'avez pas idée, c'est une très belle destination et souvent à moins cher que certaines destinations du côté de la chasse. Et dans notre cas, comme je vous le dis, on n'avait pas accès à notre territoire de chasse. La frustration s'est très bien passée au soleil là-bas. Vous restez avec moi. Après la pause, on parle avec, je vous l'ai dit, on l'a retrouvé, Éric Bélanger de Éthique qui nous fait la surprise de sa présence et nous parle de grandes nouveautés du côté d'Éthique. Restez là. Éric Bélanger, mon tabarouette, t'étais où? Comment ça va? J'étais loin. J'ai fait le tour du Québec. Okay. Au complet. J'ai fait, regarde, ça fait 2 mois. Je suis parti la dernière fois qu'on s'était parlé. J'étais au Nouveau-Brunswick. Je t'ai pas vu, en tout cas, là. J'étais au Nouveau-Brunswick. Oui, oui. J'ai fait 23 000 km. Combien de sets de pneus, ça? Ben là, c'était un. Il est fini. Ça sent le gaz. Ça sent le gaz, oui. Ben écoute, je peux te dire quelque chose. Vous autres, vous êtes maintenant à travers le Québec? Oui. Ben nous autres aussi. Oui. Écoute, il va y avoir du Éthique dans toutes les boutiques. Ça, c'est le fun. On suit. Oui, exactement. Fait que quand on va montrer quelque chose, ben on le sait qu'il va en avoir en quelque part.
Mais là, après tout ce chemin-là, tu t'amènes, tu me dis que tu t'en viens me présenter des nouveautés. Oui. Tu arrives avec des bobettes. Oui. On va-tu s'entendre? Ça fait un petit bout de temps qu'on connaît ça. Qui a jamais vu ça, cet emballage-là? Écoute, c'est comme l'hameçon président. Là. Une bobette, c'est très, très, très connu. Oui, mais écoute, moi, la bobette, c'était le premier leurre que j'ai pêché avec. Toi? Ben non, je l'ai utilisé en rivière après. OK. En lac, évidemment, nous autres, c'était la Wobbler avec le président, qui était vraiment mon initiation avec la pêche. Mais c'est sûr que dans mes premiers achats de petits gars à moi dans mon coffre, la bobette en faisait partie. C'est un classique. Oui. C'est un classique. Écoute, on a sorti des chefs parce qu'on a sorti une nouvelle série de bobettes. J'ai tombé, là, regarde. Écoute, combien tu penses qu'on a de modèles de bobettes différents? Bon, j'imagine une trentaine, une quarantaine. 384 modèles de bobettes différentes. Non, mais il y a un artiste qui s'est amusé là-dedans. Oui, bien écoute, il y en a pour tous les goûts, là. Tu sais, des petites hameçons de la numéro 8, de la numéro 6, de la numéro 4, en or martelé, toutes les couleurs. Avec les nouvelles couleurs UV, ça fait 384 bobettes différentes. Dans le fond, toutes les nouvelles, le UV, les différents patterns que tu utilises sur tes plus grosses cuillères de type Wobbler, tu vas appliquer aussi ces technologies-là sur tes bobettes. C'est ça. Exactement. Les bobettes, on a pris une série, on a fait une nouvelle série. On a pris 24. On a commencé juste avec 24 parce que le prix va être un petit peu plus cher de la bobette. OK. Je te parle, c'est 50 sous de plus. Pour la peinture? Non, pour la nouvelle série de bobettes. OK. C'est une nouvelle hameçon. C'est un hameçon que VMC ont développé. Oh, attends une minute, toi, Je te laisse regarder ça. Ben là, t'as pas le choix de... Oh! Oui, c'est ça. Monter sur un swivel. Ben oui, directement. Première des choses. Deuxième des choses, au niveau du... Le bait, la lampe qu'on va mettre dessus, ça va tenir très bien. La lampe est très belle. Oui. Je me rends compte très, très, très rapidement que ça pique à souhait. On a une qualité d'hameçon qui est exceptionnelle. Voilà le prix de l'augmentation. On est obligé de vendre la bobette 50 cents plus cher. Ben là, on révolutionne la bobette avec ça. Oui, c'est ça. Enfin, parce qu'on le sait qu'une bobette, ça tourne. Hein? Pas mal dans l'eau. On est obligé de mettre un swivel à l'avant. Mais là, ben, on va changer l'action. On va avoir une meilleure action. C'est un peu VMC, quand ils ont sorti l'hameçon, c'est un peu le slow death. OK. Slow death a eu une mode très populaire il y a 2 ans à peu près, puis c'est encore populaire. C'est un hameçon qui va tourner, qui va donner une action tournante. Oui. Bien là, eux, VMC sont sortis avec un hameçon comme ça, mais avec un swivel. Je te dirais soit donner l'action tournante ou laisser ta partie de leurre, si tu veux, c'est ça. avoir ton action tournante, puis avoir ton traîneau derrière ton verre ou quoi que ce soit que tu décides de mettre là, mais lui peut rester plus stable, alors que de voir un verre tourner à vitesse de lumière à cause d'une cuillère, c'est plus identifiable par un poisson. Exactement. Écoute, ça va être nouveau dans les bobettes. Puis on a modifié aussi, on a mis un fil de meilleure qualité sur les bobettes. Puis il va en avoir des bobettes. Parce que j'en ai vendu des bobettes cette année. 400, comment tu dis? 384. 384. Oui. Là, si on fait rapidement le tour, tu as un beau chapelet quand même avec toi. Écoute, on retrouve... Ça, ce sont les UV. Oui, les couleurs UV. qu'on reconnaît, qu'on voit, comme je disais tout à l'heure, dans la Toronto Wobbler, entre autres, dans les différents types de Wobbler. Tu as ces couleurs UV-là. Les différents patterns aussi, donc les différentes peintures. Parce que là, ici, on a vraiment la peinture flat, on a vraiment les écailles aussi. Et plus j'avance, plus je change de style, je vais aller un peu plus dans la perche et je vais aussi aller au niveau du prédateur dans des colorations qui sont intéressantes, qui ressemblent à la grenouille léopard. Bien, la grenouille, c'est pas à méprendre. Écoute, j'ai déjà pris des truites avec des grenouilles à l'intérieur. OK. Ça mange pas mal. C'est un bon carnivore. Ouais, la truite exactement. est un bon carnivore. Donc, quand tu arrives avec des patterns comme ça sur ces carnivores-là, on parle pas juste des prédateurs à dents. On parle aussi des espèces carnivores de poissons. Je sais pas si tu as déjà mis les doigts dans une truite là, de bonne taille. Oui, là. oui. Écoute, il y a des dents là-dedans, on s'en rend compte assez vite. Je parlais de grosses dents. Là. Je parlais de mosquée et de brochet. Donc, c'est sûr que c'est un pattern qui est intéressant pour eux autres, mais pour la truite aussi. Ça me permet aussi, éventuellement, d'évoluer ma technique du matin au soir, dépendamment de la couleur de l'eau, dépendamment du poisson vers lequel je vais. Exactement. Dans la grosseur de cuillère de bobite, tu joues dans combien de grosseurs différentes? On va avoir 3 grosseurs différentes. On va avoir la 1/2, on va avoir la 2 puis la 4. La 4 est vraiment plus grosse. Là. On parle de cette grosseur-là ici. Ça, c'est ma 4. Oui, c'est ça. La 2 qu'on a ici, la grosseur, puis ici, on a la 1/2. Génial. C'est pour ça qu'on a tant de modèles que ça, parce qu'il y a beaucoup de variantes là, pour la même bobite, la même couleur. On va avoir différentes cuillères plus petites, simples, doubles, avec hameçons plus petits, hameçons plus grosses. Parle-moi de disponibilité, d'à partir de quand on peut se les procurer? Bien là, c'est ça, comme je t'ai dit, là, j'étais sur la route. On a fini toutes les ventes.
Printemps 2015, c'est sur les tablettes. Nous autres, on va commencer à livrer février, à peu près. Fait que les bobites, ils vont être sur les tablettes en février 2015. Donc, je peux peut-être, sur la fin de la pêche sur la glace, c'est encore assez épais, penser l'utiliser. Ouais, ben, tu peux commencer à faire des provisions. Bien, c'est sûr, parce que de toute façon, quand on arrive dans les magasins de pêche au printemps, ce qui est intéressant, c'est que le booking est tout là. Oui. On se dépêche parce que les nouveautés partent assez rapidement, même s'il semble y en avoir beaucoup. Donc, déjà, on va, en février, commencer à faire nos provisions de ce côté-là. Puis moi, ben, j'ai hâte d'essayer ça. Oui, tout à fait. Mais écoute, moi, pour l'avoir essayé, c'était un bon succès. Non, toi, tu essayes Ouais, tout avant de nous les vendre. Écoute, je te garde avec moi, je vais peut-être t'en donner quelques-uns. Parfait. On s'en va à la pause. Reste là. Tu connais la perche chaude, d'où tu viens? Oui. Je te parle de perche chaude. Du côté d'Odanak, très beau territoire sur lequel on a aménagé des marais, justement pour la prolifération de la perche chaude. On s'en va voir ça après la pause. Après la pause. Annabelle Avery, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Tu me convoques dans un lieu qui est génial. Bon, sous la pluie, mais ça, je te remettrai ça un bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est à Odanak. Nous, la Fondation de la Faune, dans le cadre du programme d'amélioration des habitats aquatiques, on a appuyé financièrement un projet là, qui vise à redonner accès à la perche chaude à un ancien site de frais, la perche chaude du lac Saint-Pierre. Donc, on adresse réellement la facilité de reproduction dans la problématique qu'on connaît du lac Saint-Pierre. Puis là, la Fondation s'implique à quel niveau là-dedans? Au niveau du soutien financier pour les plans et devis et pour les aménagements comme tels. Puis, je vais laisser Émilie. On va aller rencontrer Émilie. Les gens du projet en tant que tel? Projet. Tu vas me les présenter? Oui, c'est ça. Puis ils vont venir nous présenter leur projet. Regarde, on s'en va les voir. Parfait. Enfin, on est avec les gens du programme. Émilie Paquin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Écoute, toi, tu es à l'emploi du Conseil de la Nation ici à Odanak. Oui. Tu es sur le projet dans lequel on a les pieds, c'est le cas de le dire. Oui. Dis-moi ce que tu fais dans le cadre de ce projet-là. C'est quoi ton rôle à toi? En fait, moi, je suis biologiste et je travaille, comme on parlait, pour le Conseil des Abénaquis d'Odanak. En fait, moi, je suis la chargée de projet du projet ici. Donc, mon rôle, c'est la création du projet, la réalisation, le suivi et en fait, tout ce qui est gestion et réalisation du projet dans lequel on est présentement. Et là, ce projet-là commence où? Il y a une idée qui a fait germer le tout. Il y a de l'historique ici. On prend une décision où de décider d'aménager tout ça, de demander aux différents ministères et organismes? Oui, en fait, l'idée de créer le projet Perche chaude est venue en 2012, en fait, suite à l'instauration du moratoire sur la perche chaude au lac Saint-Pierre. En fait, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment un problème réel au niveau de l'effondrement de la population de perche chaude du lac Saint-Pierre, puis que, dans le fond, on aurait intérêt à travailler sur cette espèce-là, puis à essayer de venir localement la communauté en aide à cette espèce-là qui est importante au niveau alimentaire pour la nation. À partir de là, ça continue comment? Bien, l'idée de base, c'est qu'on connaissait ici à Odanak, on savait qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, il y avait des perches chaudes qui montaient l'ancien cours d'eau pour aller se reproduire dans le marais, qu'on appelle ici le marais de la commune. Aujourd'hui, le marais est pratiquement plus connecté au printemps à la rivière Saint-François en raison de la diminution des crues printanières dans notre secteur. Donc, on savait qu'anciennement, la perche chaude montait. Là, on a réalisé que la perche chaude n'était plus capable de monter en période normale de crue. Donc là est venue l'idée de monter un projet pour venir voir si on pouvait, premièrement, faire quelque chose. Donc, le premier projet en 2013 où on a impliqué la Fondation de la Faune, on a fait venir des spécialistes, on a fait venir des gens du ministère, on a fait venir ingénieurs, on a engagé AERCOM Inc. de Trois-Rivières pour venir faire un portrait à savoir est-ce que c'est possible, est-ce que d'un, l'habitat est toujours de qualité, est-ce que la perche chaude aurait intérêt à revenir dans cet habitat-là, est-ce que c'est possible de faire quelque chose pour connecter les deux environnements. Puis le constat a été que oui,
il y avait une pertinence, que l'habitat était de qualité, puis qu'il y avait une possibilité de faire un aménagement ici assez simple qui pourrait permettre d'améliorer la circulation du poisson entre la rivière Saint-François et le premier marais de la commune. Donc, c'est comme ça, en 2013, qu'on a monté un projet pour faire des plans et devis pour un futur aménagement qui est celui sur lequel on se trouve aujourd'hui. Et à l'origine, vous aviez une dénivellation qui était beaucoup trop prononcée au niveau du premier cours d'eau. Là, on a fait un méandre, littéralement, pour adoucir cette pente-là. Il y a, tu me disais tout à l'heure, une pêche expérimentale qui a été faite avant le projet. Là, dans le futur, on va refaire des pêches comme ça pour inventorier, mais on a un témoin à partir duquel on va pouvoir travailler. Oui, en fait, cette année, notre projet d'aménagement du nouveau cours d'eau a débuté, bien sûr. On est allé faire une étude d'avant-projet. C'est pour voir comment, pour avoir des données, pour pouvoir comparer après le projet, pour pouvoir mesurer nos résultats. Donc ça, on a fait ça au printemps. Maintenant, au mois de juillet, avec une équipe d'excavation, on a complètement réalisé un nouveau cours d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par fermer l'ancien cours d'eau. Après ça, avec des pelles mécaniques, camions-bennes, on est allé creuser un nouveau cours d'eau. L'ancien cours d'eau était en ligne droite. Donc, il y avait un dénivelé d'1,50 m en 50 mètres. Donc, c'est vraiment court. Le nouveau cours d'eau fait 90 mètres, donc il est beaucoup plus long. Donc, en faisant ça, on a réussi à réduire les pentes. On a réduit la vitesse de courant. Donc, pour un poisson qui a de la difficulté de franchir des seuils puis de la vitesse de courant, comme la perche chaude, mais en principe, on lui a vraiment facilité l'accès pour se rendre, bien sûr, à son site de reproduction. Donc, le nouveau cours d'eau, comme on disait, il est formé de plein de petits bassins, à peu près 80 petits bassins. En plus, on a modifié le ponceau, donc on a mis un nouveau ponceau beaucoup plus gros, beaucoup mieux situé, plus profond, encore là pour améliorer la circulation du poisson. Puis, suite à ça, dans le fond, on a stabilisé les berges pour être sûr, pour diminuer l'érosion. Donc, on a commencé par stabiliser les berges avec des membranes de noix de coco, comme on voit ici. Oui. Et ensuite, avant de mettre les membranes, on a ensemencé avec un mélange de graminées pour milieu humide. Donc, fait exprès pour ensemencer les rives de cours d'eau. Puis aussi, c'est des... ça réussit bien, on le voit. Oui, on voit que ça a super bien repris parce qu'on a fait ça au mois de juillet, puis on voit que la végétation a déjà repris. Puis de toute façon, les membranes de noix de coco sont là pour les premières années pour être sûr de fixer le sol. Mais au bout de la ligne, on a besoin d'enracinement pour vraiment venir fixer stabiliser. tout ça. Là. Puis c'est pour ça aussi que dans les endroits plus sensibles, donc dans les courbes, on est allé mettre aussi des arbustes, comme on voit qu'il y a de l'aune ici. Puis l'autre bord de la rive aussi, on a stabilisé la rivière. Donc ça, c'est sûr que ça va avoir un effet aussi d'augmenter la biodiversité du site, puis en même temps d'améliorer visuellement l'esthétisme du site. Ah, mais juste en arrivant sur le site, là, je te dirais que ce matin, là, à l'oreille, on l'entendait, la biodiversité. Ouais. Quand tu as un site comme ça, tu as la chance d'avoir aussi énormément de variétés d'oiseaux sur place. Écoute, dans un gros projet comme ça, là, on est avec la Fondation de la Faune aujourd'hui, mais tu as aussi d'autres collaborateurs qui te viennent en aide. Je veux te donner la place à les remercier. Oui, parce que c'est vraiment important. En fait, on ne ferait rien sans nos collaborateurs. Entre autres, il y a nos collaborateurs financiers pour ce projet-là. On a bien sûr la Fondation de la Faune. On a aussi le Environnement Canada avec le programme d'interaction communautaire qu'on appelle le PIC. Puis, on a eu la participation tout au long de notre projet. Une participation importante qu'on veut vraiment remercier aussi du ministère Forêt, Faune et Parc, bien sûr. Dans le fond, la participation d'un de leurs biologistes spécialisés en aménagement aquatique, Philippe Brodeur, qui, lui, nous a vraiment appuyés, dans le fond, on a pu utiliser une expérience incroyable en aménagement du poisson aussi. Puis aussi, avec eux, on fait le suivi de la production larvaire. Donc, en plus de pouvoir voir si le poisson est capable maintenant de monter au printemps pour aller atteindre le site de reproduction, on va pouvoir comparer aussi la production de larvaire dans le marais durant les 2 prochaines années. Donc, on va pouvoir voir aussi combien il y a de larves de produites de perche chaude dans le marais. Émilie, superbe projet. Je te remercie pour ton temps qui est de qualité d'ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est que l'an prochain, tu nous lâches un coup de fil au moment où est-ce que tu vas être rendu à constater l'effet que tu as eu dans une première année comme ça, l'effet que le projet a eu en une année comme ça. Je veux tes nouvelles. C'est bon, bien sûr.
Annabelle, une initiative du tonnerre, on va le dire. Hein? La pluie, le tonnerre. Ça a bien fait que je t'ai invité malgré la pluie aujourd'hui. Concept, je dirais, initiative qui a été mise en branle par le Conseil des Abénaquis d'Odanak. Chapeau, une très belle initiative et qui est toujours partenaire dans cette initiative-là, évidemment. Oui, tout à fait. Un groupe qui s'est très bien impliqué là, dans le projet. Puis d'ailleurs, si les gens veulent venir visiter le site, c'est un site qui est ouvert à tous. Ils peuvent venir voir les aménagements, le marais, la rivière. Donc, les gens peuvent avoir accès en passant à côté du musée des Abénaquis à Odanak. Et c'est gratuit? Oui. Et c'est gratuit. Et là, des aménagements comme ça, on en veut plus. Si je veux me renseigner à savoir si moi, je peux faire une initiative comme ça, je me rends sur le site de la Fondation? Sur le site de la Fondation, puis les gens ne se gênent pas là, à appeler un coordonnateur de projet s'ils ont des questions. Ce projet-là, particulièrement, a été financé dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité des habitats aquatiques, le programme AQUA. Mais on a toute une autre variété de programmes là, pour l'aménagement des habitats. Ouais. Annabelle, on se dit à la prochaine, sous le soleil. Oui, cette fois-là, oui. Un gros merci. Un gros merci. Merci, au revoir. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique. Je vous parle de petite chasse. Évidemment, on est en plein dedans. Beaucoup d'entre vous renouvellent leurs armes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais le tour un peu des différents calibres qui existent et des différents mécanismes face auxquels vous aurez à faire un choix. Également, la petite chasse, c'est le bon temps pour initier les jeunes et les moins jeunes à la chasse. Première manipulation d'une arme, on se rend compte des différents positionnements, des différents mécanismes, du recul qu'a l'arme. Bref, on se rend sécuritaire avec notre arme. Quoi de mieux qu'aller à la chasse à la perdrix pour expliquer un peu comment se comporter sécuritairement face à nous et face aux autres. Donc, je vous encourage à le faire, évidemment. Sur ce, on fait le tour rapidement des différents calibres qui sont disponibles pour la petite chasse. Vous reconnaissez les cartouches qui sont devant moi. Évidemment, la cartouche de calibre 12, moins répandue au niveau de la petite chasse. Ça, c'est souvent lorsqu'on a déjà notre calibre 12 pour faire, par exemple, la sauvagine. On va choisir tout simplement des plus petites charges propulsives et un plus petit grain pour faire des chasses comme, par exemple, la bécassine. Le calibre 16, qui est un bel entre-deux entre les calibres 20, 28 et le calibre 12, charge propulsive un peu moins puissante, moins de grains évidemment. Encore quand même beaucoup de dommages au niveau de l'animal. Par contre, plus on descend, on arrive dans le calibre 20 qui est de plus en plus répandu. Calibre 20 qui fait une très belle job au niveau de l'abattage du petit gibier. Pas trop de dégâts, mais suffisant pour aller chercher souvent le gibier qui va être un peu derrière les branches. C'est le calibre qui est de plus en plus le plus répandu, qui gagne en popularité. Calibre 28, c'est un calibre qui a été très populaire, qui tend à l'être de moins en moins. Disponibilité des projectiles aussi qui perd beaucoup en popularité, surtout lorsque vous recherchez le fameux slug, le plomb unique. C'est plus trouvable sur le marché, point final. Évidemment, le célèbre 410, malheureusement faussement catégorisé comme étant un calibre pour les tout-petits ou un calibre pour les femmes. C'est pas vrai, c'est un très bon calibre pour tout le monde pour la chasse au petit gibier. Il faut l'optimiser, il faut l'utiliser. Ça nous donne des armes qui sont très légères, donc faciles à transporter. Et j'ai la charge propulsive et le grain nécessaire pour abattre un petit gibier de manière propre et de manière précise parce qu'on me permet quand même un beau patronage. Le dernier, non le moindre, évidemment, le calibre 22 pour les téméraires. Alors, ça prend un tir de précision. Ça nous donne un défi peut-être un petit peu plus grand. Vous le voyez parfois combiner un calibre 410, ça devient très intéressant parce que je peux faire un tir de précision ou padronner plus large avec mon calibre 410. J'ai d'ailleurs une arme que je vais vous présenter un peu plus tard qui nous le permet. En termes de mécanisme et du choix d'armes, il y en a plusieurs, c'est comme dans n'importe quel fusil. On commence avec les mécanismes à pompe. Évidemment, ici, Mossberg qui me présente une arme tout en étant très abordable, qui est une belle arme, facile d'approche, facile d'utilisation, saisie dans le calibre 20. Donc, facile de prise en main. Évidemment, mécanisme à pompe qui me permet d'aller chercher plusieurs projectiles. Je suis prêt à refaire feu très rapidement. Super intéressant comme mécanisme. Si j'ai fait une erreur, c'est un 410, je viens de voir le bout. Je reste dans le 410 quand je vous parle de légèreté. Des armes comme celle-là, très facile à traîner. Mécanisme à bascule, celui-là. La Optima.
Là, ici, je vous parle d'un budget qui est plus que très abordable, donc ça la rend très intéressante comme arme d'entrée de gamme pour les nouveaux chasseurs qui n'ont pas nécessairement l'intention d'investir beaucoup dans leurs premières armes. Souvenez-vous souvent qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça donne comme recul, c'est leur premier contact, donc ça facilite la chose. Facile à traîner, légèreté, c'est ce qu'on veut et c'est aussi le propre de ces calibres-là, le 410, la petite Optima qui fait très bien la job. Je vous incite à passer et à aller la voir, à la prendre dans vos mains, vous rendre compte à quel point c'est léger. Génial de ce côté-là. Évidemment, je vous parlais de combiner 22-410 Savage, vous le savez, qui présente une arme qui est géniale de ce côté-là. Toute petite, courte, malléabilité, on n'accroche pas partout avec ça, ça se traîne très facilement. Elle me permet un tir avec un calibre 22 et un tir avec un calibre 410, donc mon tir de précision et mon patronage plus large, une arme qui est bien conçue pour aller dans le bois, on va dire ça entre parenthèses, un beau plastique, donc je ne briserai pas une arme en bois, très résistant, très belle petite arme. Parlant de petite arme, et pendant que je suis penché, Mossberg, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une arme de grosseur junior, donc calibre 20 dans ce cas-ci. Très belle petite arme. Vous avez remarqué le look un peu intercepteur, le look que les jeunes, ça va littéralement faire allumer les jeunes parce qu'on dirait une arme d'interception, donc de corps policier. Alors c'est sûr qu'on ajoute l'utile à l'agréable en ayant une arme de ce style-là. Quelle belle arme pour initier un jeune, beau format, ça recule pas trop. On est sûr qu'on va avoir un coup fatal au niveau de notre gibier, tout en ayant un recul qui sera pas trop exagéré. Évidemment, si on va dans les armes d'un petit peu plus gros format, les canons superposés qui ont toujours la cote, ce sont de très belles armes. Ici, on a une arme de conception italienne, mais on a plusieurs manufacturiers qui nous les offrent, les armes de trap shooting. Très intéressant à bascule comme ça, toujours avec un mécanisme d'éjection et un sélecteur pour le canon. Ce sont de belles armes, un petit peu plus longues dans le cas de celle-ci, mais souvent par rapport aux grandes armes à pompe, elles sont plus courtes, donc ça facilite au niveau du transport. Et je termine avec quelque chose qu'on laisse souvent de côté, mais qui est très intéressant parce qu'on peut faire plusieurs choses avec. La carabine à plomb. Ben oui, la carabine à plomb. On a le droit d'aller à la chasse au petit gibier. Si vous avez votre permis de chasse au petit gibier et que vous avez une carabine à plomb qui fait au moins 1000 pieds secondes, sachez ceci, c'est légal. On peut faire la chasse au petit gibier. En même temps, muni d'un bon télescope, ça peut se traduire en arme qui est très intéressante pour faire du tir à la cible. Et souvent, pour un jeune qui débute, ben, c'est encore plus sécuritaire d'y aller avec une carabine à plomb comme ça. Passer des voies, souvent, c'est encore plus accessible. Mais aussi des surprises dans les petits 410. Je vous en ai montré un tantôt, là. Le tout petit, allez le peser, regardez le prix, vous allez être surpris. Restez là, après la pause, on parle avec Richard Couturier. Richard, ce qu'il fait, bien, il nous montre à faire des bons nœuds pour la pêche au saumon. Que dis-tu de mon nœud clou? Paf! Et voilà. Ça, t'aurais pris un beau saumon avec ça. T'aurais dit « Oh! » Fait que si c'était un examen, le nœud de clou, c'est fail. C'est très On bon. refait ça. T'as éclaté mon nœud comme en un rien de temps. Ça n'a pas été dur, puis un saumon, t'aurais dit bye-bye. Exactement, j'aurais perdu ma prise. Sauf que là, on a un petit pépin parce que c'est une soie, ça, qui n'a pas de loupe au bout. Fait qu'il va falloir refaire ton nœud de clou, mais on n'a pas de clou. Oui. Fait que là, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un bout de fil. Juste, lui, il va juste me servir comme outil, là. Oui, tu vas t'en servir comme pont. Ouais, je vais faire une boucle. J'ai mon bout de soie à moucher. Je vais me faire une petite boucle avec mon bout de fil. Puis je vais venir accoter ça un sur l'autre. Ça, là, il va me servir de passe-fil. Fait que ce que je vais faire, je vais venir prendre ton bas de ligne. Je vais le superposer sur la soie. Je vais me sortir assez long de fil pour pouvoir travailler, là. Je vais tout coincer ça ensemble. Puis je vais tourner autour de la soie mouchée. 1, 2, 3, 4, 5. J'en fais toujours un 6e, là. Parce qu'on a souvent tendance à perdre un tour de fil une fois qu'on serre. Oui. Puis tu vois, moi, Fait que là, tu vois, j'ai ma petite loupe encore au bout, là. Oui.
Je vais passer mon fil dedans. Ah, génial. Génial. Oui. Et c'est dur à tenir, par exemple. Puis après ça, je vais me servir du passe-fil pour repasser. Tu vois, la principale difficulté que j'ai eue, moi, de mon côté, c'est la grosseur du monofilament. Donc, c'est excessivement dur là, de faire le nœud clou adéquatement, qu'il soit assez solide. Puis tu vois, je pensais avoir quelque chose qui était quand même suffisamment résistant. Puis... Ah, regarde bien. Là, ici, là, le nœud, là, oui. Tu as vu, j'ai passé le fil, j'ai fait mes tours, mais il n'est pas serré encore. Oui. Fait que ça, c'est un truc, hein. Les nœuds, souvent, là, le monde, ils vont serrer ça trop vite. Plutôt que de placer le fil, là, ce que je fais, là, je vais placer mes tours. Tu travailles tes tours pour qu'ils viennent se coller. Puis après ça, je vais le serrer. Fait que ça, normalement, là, je pense que là, on est en voiture. On va couper les excédents. Puis là, je suis pas mal plus confiant là, de ton bas de ligne. On est sûr. Ça, c'est solide. Tu m'as pas montré une mouche, toi, tantôt? Oui, mais là, je me cachais un peu, honnêtement, là. Tu te cachais un peu? Je vais vraiment y aller avec la Undertaker. Je l'essaye, j'y vais au niveau défi. Probablement que tantôt, ça marchera pas, puis je vais finir avec ta mouche, tu le sais très bien. Mais bon, on garde un petit esprit de compétition. Je tiens à commencer avec. C'est bon, ça. Écoute, c'est une mouche de confiance. Bien, les pêcheurs, on connaît tous le bon vieux nœud d'anguille. Hein, c'est ce qu'on fait partout. C'est ça, les pêcheurs de truites, chigan, doré, etc. On passe le fil, 5-6 tours, on repasse ça en dedans, puis on serre ça. Ça, c'est le nœud usuel. Puis on va l'utiliser aussi pour la pêche à la sèche, au saumon. Par contre, la pêche à noyer, on fait un autre nœud. OK. On fait un autre nœud pour... J'expliquerai les raisons tantôt. Fait que si j'ai une mouche noyée, l'œillet, il monte vers le haut. Oui. Fait que je vais aller chercher mon fil, je vais passer ça dans l'axe de présentation de la mouche. Le fil, autrement dit, je le rentre là, dans l'axe. Je vais laisser glisser ma mouche sur mon fil, je n'ai plus de besoin pour tout de suite. Puis je vais travailler juste avec la pointe du bas de ligne. D'accord. Ça fait que je passe mon fil dans ma main comme ça, puis je vais le bloquer. Ça, c'est mon... Ça va être ça qui va être ma boucle, finalement. Je vais travailler toujours avec mon bout de fil. Je vais faire un premier tour autour de mon fil principal. Oui. Puis je vais venir le coincer ici en haut entre mon pouce et mon index. Ça fait comme un rond qui encercle un autre rond ici dans ma main. Oui. Fait que je vais serrer ça un petit peu. Je vais me refaire un autre tour pareil. Puis que je vais encore coincer de la même façon entre mon pouce et mon index. Je vais les ajuster pour avoir les deux tours, un superposé, un par rapport à l'autre. Même grosseur. C'est ça. Puis tu sais, je tourne toujours dans le même sens. Fait que là, je continue encore dans le même sens. Et là, mon fil, je vais aller le chercher de l'arrière en le ramenant vers moi encore. Là, dans mes deux petits tours que je viens de faire, là, mes deux boucles, je vais en faire une fois, puis je le repasse un autre coup. Fait qu'un coup que j'ai mon nœud, regarde, là, il n'est pas serré, là, mais ça donne un peu cet aperçu-là. On voit très bien tes deux loupes. C'est ça. Qui sont superposées. Fait que là, on voit que j'ai ma loupe ici qui va être... C'est un genre de nœud coulant que je fais, hein? Oui. Fait que là, tout ce qui me reste à faire, c'est mettre un peu de salive pour éviter que le monofilament chauffe quand je le serre. J'ai mon nœud coulant qui est fait. Je vais couper l'excédent tout de suite. Fait que là, je suis allé rechercher ma mouche. Je la refais glisser jusqu'à mon nœud comme ça, puis c'est un nœud coulant. Je vais pincer ma mouche, je vais passer le fil par-dessus, puis je vais venir serrer. Tu vois, Martin, souvent des nœuds cassent. Pas toujours parce qu'ils sont mal faits, mais parce qu'ils sont mal serrés. OK. Ça, c'est un détail important. Là, tu vois ici, là, mon nœud est complété. Puis mon fil, là, il fait le tour de l'œillet de l'hameçon, juste en avant de la tête de la mouche. Exactement. On ne l'a pas amené au nez de l'œillet. Il n'est pas en avant, là. Il fait le tour de l'œillet de l'hameçon. C'est là où le nœud va être le plus solide, il va être le mieux supporté. Si on regarde ça d'un autre angle, tu vas voir que le fil, il sort toujours en plein centre de l'œillet de l'hameçon. Fait que ça, à lancer après lancer, ma mouche va toujours se positionner droite avec mon bas de ligne. Oh, une belle présentation. C'est pour ça qu'on fait ce nœud-là, d'ailleurs. C'est une des raisons, parce que si on prend, comme le nœud d'anguille, exemple, là, c'est un nœud qui serre sur l'œillet. Puis des fois, quand tu lances, la mouche kick de côté. Elle ne viendra pas se déposer parfaitement comme tu la veux. C'est ça. Elle va dériver de travers dans l'eau. On ne veut pas toujours cet effet-là. La majorité du temps, on va vouloir une mouche qui est droite, donc, qui est prévisible, lancer après lancer. Hein. En sortant rectiligne comme ça, c'est ce qu'on obtient. Nœud tortu. Exact. Dans la mouche noyée, dans la mouche mouillée comme ça. Oui, monsieur. Puis là, autre élément très important, là, tu vois que les hameçons, ils veulent gratter un peu sur mon ongle. Ça veut dire que les hameçons sont pas pire coupants, mais pas pire.
Pas à ton goût. Pas à mon goût. Ça fait que moi, j'en rajoute toujours une shot. Ça, c'est un autre des meilleurs amis du pêcheur de saumon, là. Ben écoute, la pêche au saumon représente tellement un grand défi. Alors, quand tu es sur place, déjà que tu as un défi monumental, là, on est à niveau d'eau très, très, très bas. On veut se donner un maximum de chance, la minute qu'il y a quelque chose, de pouvoir tout de suite piquer adéquatement et capturer notre saumon. Cet hameçon-là, il gratte pas mal mieux là, que tantôt. Puis même, il cherche à piquer, là. Là, je suis pas inquiète pour toi. Vous l'avez vu en début de chronique avec Richard, de quelle facilité Richard défait mon nœud. Je vous ramène à ce début de chronique-là et je vous dis, vérifiez vos nœuds, vérifiez vos nœuds. On a ri un petit peu de moi à ce moment-là, mais c'était bien, c'était correct. Ça rappelle tout simplement à l'ordre. Vérifiez tes nœuds, mon Martin, avant d'aller à la pêche. Faites la même chose. Dans mon sentier chasse-pêche du mois de novembre, je retrouve un article qui est très intéressant, signé par la rédaction. Ça m'a fait rire au début, j'ai voulu aller plus loin et j'ai bien fait. La rédaction, ce qu'ils font, c'est qu'ils interrogent un guide, Louis Gagnon, et on l'interroge d'un bout à l'autre sur sa chasse, lui, comment il s'y prend. C'est sur principe de questions-réponses. On se retrouve quasiment dans un éco-vedette où est-ce qu'on interroge une star et on y va vraiment at large en lui demandant de quelle façon répartis-tu tes sites d'appât. Est-ce que tu en fais un? En fais-tu plusieurs? Que mets-tu? Quelle hauteur doit être le tree stand? Est-ce qu'on le laisse là après la chasse? Donc, on y va réellement au niveau du rattling, des appels, des différentes techniques de chasse, de l'équipement. On passe de fond en comble cette star à un véritable interview sur toutes les techniques du début à la fin, comment il s'y prend, qu'est-ce qu'il fait dans les moindres détails. Ça devient réellement une belle petite encyclopédie du à faire et à ne pas faire. Je vous invite à le lire. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Pierre Duchesne de la Capitale Assurance Générale, comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. Pierre, l'an passé, la Capitale Assurance Générale a fait un ajout monumental pour nous, les chasseurs-pêcheurs, comme bonification, si tu veux, à ses membres. Parle-moi-en un peu. Bien, en fait, l'an passé, on a décidé de s'associer avec Air Médic pour offrir un peu l'équivalent de ce qu'on offrait pour nos propriétaires d'automobiles, une sorte d'assistance routière. Donc, Air Médic, c'est un service d'urgence médicaux par avion ou par hélicoptère qui couvre partout au Québec. Ah, puis ces gens-là sont super équipés. On s'est amusé à Jonquière l'année passée dans leur hélicoptère. C'est full. Là. Ils peuvent parer à toute situation. Bien, c'est ça. Souvent, les gens, ils s'en vont, par exemple, à la chasse, sont souvent loin des centres urbains. S'ils ont un malaise ou s'ils se blessent, ils ont un accident de motoneige ou de VTT, c'est sûr que les services ambulanciers, ça prend un certain temps avant qu'ils se rendent. Bien, souvent, je veux dire, c'est une éternité, donc les gens ne peuvent pas se permettre ça. Avec Air Médic, on est capable d'offrir, bien, je dis on, mais Air Médic est capable d'offrir un service dans des délais raisonnables. Puis ça, c'est ce qu'on a appris l'an passé. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Là, est-ce qu'il y a un peu de changement pour l'année qui vient? Bien, l'an dernier, ce qu'on faisait, c'est qu'on offrait aux gens un abonnement individuel. Et la capitale s'engageait à payer les frais pour la famille. OK. Donc, c'est sûr que la famille n'était pas membre, mais si jamais il y avait besoin des services puis qu'il y avait une facture de 2-3 000 pour les secours... C'est l'assureur qui prenait le dessus. Bien, exactement. Là, Air Médic a changé sa façon de faire parce que, bon, par équité pour ses membres, ils ont décidé de ne plus porter secours aux gens qui étaient non membres. Donc, nous, on a changé notre approche. Donc, maintenant, on offre un abonnement familial d'une valeur de 250 $. C'est une belle solution? Pour ça, oui, absolument. Pour ça, nous, on demande à ce que les gens aient soit leur assurance motoneige, quad ou bateau avec leur assurance habitation ou automobile. Donc, dès qu'on combine les produits... Exactement. C'est gratuit. Et si les gens
veulent juste assurer un produit d'assurance et veulent quand même avoir Air Médic, ils peuvent se le procurer auprès de la capitale pour 75 $. Donc, c'est quand même... c'est une bonne réduction. C'est une très, très bonne réduction. Absolument. Mais là, tu sais ce qui me fait peur un peu? Moi, j'ai mon quad, il est assuré à la capitale, je m'en vais au camp de chasse de mes amis, je prends le 4 roues de Johnny qui, lui, est assuré, on nommera pas, mais j'ai un autre assureur. Je me plante, je me blesse. Je suis pas couvert? Bon, en fait, c'est deux choses complètement différentes. Nous, à partir du moment que qu'on vous donne l'abonnement d'Air Médic, vous traitez avec Air Médic. Donc, vous avez exactement le même abonnement que si vous faites affaire directement avec eux. Donc, c'est détaché. J'ai mon assurance. C'est un membership, donc ça regarde l'individu. Je suis membre Air Médic. Et évidemment, si vous avez besoin des services, bien, ça ne compte pas comme une réclamation. Vous n'aurez pas une augmentation de prime d'assurance. Ça ne touche pas à ma prime d'assurance? Absolument pas. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est de voir les différents plans qui sont disponibles. De quelle façon je me renseigne? Bien, c'est soit en nous appelant ou en allant sur notre site web à lacapitale.com. Puis jusqu'au 23 janvier, vous faites juste demander une soumission et vous courez la chance de gagner un VTT ou une motoneige. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ça me fait sourire parce que ça, c'est l'autre avantage. Le Capital Assurance Générale, il y a toujours une panoplie de choses à gagner à toutes les années. C'est à se demander à quand vous allez faire tirer un pays ou quelque chose comme ça. Pierre, je te remercie d'avoir été en studio. Très apprécié. Tu reviens quand tu le veux, surtout avec des beaux produits comme ça pour nos chasseurs-pêcheurs. Nous, on s'en va à la pause. Après la pause, on parle de l'intruder de Crestliner. Cette chronique vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et des pêcheurs. Quel champagne aujourd'hui, on fait le tour d'un bateau, d'un beau bateau, Crestliner Intruder. Oui, effectivement, Intruder 22. On va faire un tour un peu plus aussi au niveau peut-être de la conception d'un Crestliner, au niveau de comment ce bateau-là est fait, mais un petit tour aussi sur la marque. Là. Yes. Conception, on s'aperçoit en l'approchant que c'est un bateau de pêche. À l'extérieur, au niveau de la coque, on retrouve quoi? Coque en aluminium soudé, donc une coque qui est garantie à vie. Donc ça, c'est vraiment une particularité de Crestliner, c'est une coque garantie à vie sans aucune dépréciation. Après ça, on va aller chercher un bateau très large, oui. Un bateau avec un bon équipement de base et qu'on peut équiper comme on veut, en fait. Là. On a quand même un bon tirant d'eau là-dessus. Oui, en fait, c'est pas si pire. On va aller chercher, là, je te dirais que ce bateau-là passe dans un pied et demi, 2 pieds d'eau, ça passe. Là. Quand même. Ouais. Équipement standard au niveau de la motorisation. En fait, je vais te corriger là-dessus, il n'y a pas de standard. En fait, dans le Crestliner, on choisit. C'est sûr qu'il y a une puissance recommandée. Là, présentement, on a mis un 200 force Verado. Ça aurait pu être un peu plus bas. C'est sûr que les personnes qui achètent ce genre de bateau-là vont souvent aimer avoir le maximum de power parce qu'on fait des longues distances pour se rendre à nos points de pêche où on va lancer. Donc là, on a mis un 200 là-dessus. Après ça, ben, on a sonore, on a moteur électrique. Sonore qui est une option aussi. Tu peux avoir là-dedans un choix, là, c'est infini. Là. Effectivement. Là, présentement, j'ai un Minbird. On a le choix aussi de Lawrence. Puis on a un choix, comme tu viens de le dire, infini. Donc après ça, ça va aller dépendamment de notre type de pêche, où est-ce qu'on pêche et puis avec notre besoin. Puis là, c'est vraiment en succursale avec nos professionnels que ça va être le temps de se faire conseiller. On a toutes des préférences, on a tous des types de pêche puis des plans d'eau différents. Souvent, tu m'en parlais tout à l'heure, le side imaging va être préféré par certains, d'autres veulent savoir ce qui se passe en dessous. Effectivement, puis il y a même à cette heure, comme avec toutes les nouvelles technologies, on peut brancher directement notre sonore sur notre moteur électrique. Là, notre moteur électrique qui fait très bien le travail présentement, c'est lui qui nous tient en place. Oui, il est en mode encre. Hein, on n'a pas d'encre à l'eau. Ce moteur-là, avec le iPilot sur le Minn Kota, on lui dit tout simplement « Tiens-moi en position ». Il se fait un point GPS, puis il nous tient là. Puis tu as beaucoup d'autres options. Je veux dire, tu as les contrôles au pied, mais tu avais aussi une manette dans les mains tantôt. Là. Tu nous dirigeais, tu es en arrière du bateau. Là. Effectivement. Donc ça, c'est vraiment une belle chose, belle innovation, on va dire. Dans le monde des moteurs électriques, il y a deux gros joueurs. Il y a Motor Guide, il y a Minn Kota. Minn Kota, ben, ils font du gros travail. Je te dirais que c'est même des leaders au niveau technologie, comme le e-pilot. C'est souvent ce que les gens qui vont faire du bass fishing, des gens qui vont aller dans des herbages, tout ça, vont aimer parce qu'ils vont pouvoir s'avancer un peu plus loin, puis ils vont pouvoir, pêcher en quiétude, en fait. T'sais. Ils vont pêcher, ils ne s'occupent pas de où le bateau est, tout ça, pas besoin de tirer l'ancre. C'est vraiment intéressant. Là. Bien, on va se le dire aussi, là, avec un bateau qui me permet de passer dans si peu d'eau, je peux me permettre de lever le pied derrière.
j'utilise mon moteur électrique, puis je peux me hisser dans à peu près n'importe quel herbier. Justement, tu parles d'achillant, c'est souvent là qu'on va aller chercher. On passe derrière les fameuses quenouilles. On est capable d'aller sillonner dans le shallow water, dans l'eau très peu profonde. Et puis c'est là souvent qu'on va aller chercher les pêches pour lesquelles les gars qui achètent ce type de bateau-là l'achètent. Point final. Effectivement, c'est vraiment le but d'équiper notre bateau à notre demande. Quand on est rendu dans certains budgets, c'est parce c'est quasiment plus qu'une passion. Il y en a que c'est leur travail. Donc vraiment, bien l'équiper, le bateau, avec des outils comme ça, on va vraiment être là, dans l'idéal, en fait. Ils vendent aujourd'hui, on a la chance d'avoir un toit sur la tête. Est-ce que ça, c'est une option? Ça vient avec? C'est une option. Dans l'Intruder, le toit est immense, c'est super haut. Je veux dire, à moins de faire 7 pieds, on est correct. On a rangé nos cannes en dedans tantôt. Ouais, il n'y a pas de problème. Là. Il y a de la place amplement. Là. Effectivement, ils ont pensé. Donc oui, le toit qu'en passe, c'est une option. Ça vient pas de base. De base, là, c'est vraiment sans toile. Par contre, je te dirais que c'est un must parce que les pêcheurs, comme aujourd'hui, vont s'aventurer un petit peu plus tard en saison. Donc, on est vraiment, tu sais, là, on n'est pas surhabillé, on est super bien, puis on profite de la journée. Là. Puis je me permets de rire un peu de 2 personnes, nos collègues de pêche tout à l'heure qui se promenaient. Il y avait des petites larmes qui filaient dans le vent, là, parce que nous autres, on était très, très bien à l'intérieur. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas à s'inquiéter, là. Écoute, on peut quand même se permettre de faire un peu de plaisance avec un bateau comme ça, parce que papa, qui est un pêcheur, les enfants veulent aller faire un peu de trip ou quoi que ce soit. J'ai même un système de son qui vient avec pour égayer tout ça, aller faire de la promenade. À grandeur, ça là, il embarque quasiment une petite table pour amener ma douce, prendre un petit... Ah oui, il n'y a pas de problème, tu as de l'espace. Puis c'est vrai que oui, on peut rentabiliser notre bateau. Dans le fond, on a une belle position, 2 sièges très confortables. Je te dirais qu'il y a des bateaux de plaisance qui n'ont pas ce confort-là. 2 autres sièges en arrière pour nos invités. Puis ben, on peut ajouter un crochet pour faire du ski nautique si on veut. On a du moteur en masse. Là. Absolument. Puis c'est de dire justement qu'il ne faut pas s'arrêter à la dénomination du bateau. Oui, c'est un bateau qui est fait pour pêcher. Puis pour pêcher du gros. Mais souvent, beaucoup de bateaux de plaisance n'ont pas la stabilité qu'offre la largeur de ce bateau-là. On s'est quand même promené un bon petit bout tantôt, là, puis avec la puissance de moteur, on aurait pu se faire brasser. C'est un tapis volant. Donc, moi, j'aurais aucun problème à l'utiliser plaisance, aller me promener avec des amis, aller faire de l'observation avec un bateau comme ça. Il peut me permettre une envergure d'activité qui est quand même assez large. Effectivement. Donc, je pense qu'on a pas mal parlé. Je pense que j'ai hâte de reprendre la canne à pêche. Je sais pas de ton côté. Oui. Puis d'un autre côté, bien écoute, on passe vous voir chez Pomerleau les bateaux. Asseyez-vous dans le bateau, c'est la meilleure chose à faire, puis venez en jaser. Puis après ça, ben, on passe à l'acquisition. Un gros merci. Ça fait plaisir. Bonne pêche. Toi aussi. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale spécialisée depuis 1966. Évidemment, on était chanceux, on avait un beau bateau qui était adapté au type de pêche qu'on faisait. Et ça, là, c'est la clé. Se rendre chez un concessionnaire comme Pomerleau les bateaux et aller voir un peu l'amalgame de bateaux qui est disponible. Pas se ramasser avec un mauvais choix à dire que j'y vais pour un prix. Puis finalement, au bout de 2 ou 3 mois, bon, mon 14 pieds est petit. J'aurais donc dû y aller sur un 17 pieds. Finalement, on est toujours plus qu'on le pensait. Rendez-vous donc sur place, allez vous asseoir dans les bateaux, parlez avec les conseillers, regardez les différentes forces de moteur qui sont disponibles. C'est la clé du succès. Vous ne ramènerez pas plus de poissons, mais au moins vous allez être plus à l'aise. Je vous le rappelle, plusieurs chasses qui sont terminées et d'autres qui vont terminer bientôt dans certains secteurs. Donc, c'est la fin du côté des cervidés, évidemment. Chanceux sont ceux qui sont dans d'autres provinces. On voit passer sur Facebook les posts de Stéphane Monette ces temps-ci. On voudrait donc tout être dans ce coin-là. Donc, au loin, dans d'autres provinces où est-ce qu'on a encore de la chasse, évidemment, il y a la petite chasse qui est toujours en cours et qui continue pendant un bon petit bout de temps. C'est le gros de la saison présentement. Côté pêche, le 15 novembre marque pas mal la fin pour tout, évidemment. On va attendre que tout glace, qu'on puisse aller à la pêche sur la glace. Si vous n'êtes pas un adepte, je vous invite à commencer cette année et amener les enfants. Allez-y entre amis, c'est super trippant avec un petit café, d'un fois avec un bonus dedans, sur le bord d'un lac, dans un trou de glace. C'est très, très, très intéressant.
De notre côté, la semaine prochaine, je vais aller essayer un véhicule que ça fait longtemps que je veux essayer, les fameux Argo. Bien, c'est-à-dire que j'ai déjà essayé des Argo dans le passé, mais c'était tellement rudimentaire au niveau de l'instrumentation, au niveau des technologies qui étaient utilisées, que ça m'a enlevé le goût d'utiliser un Argo. Là, Univers Traction Sport nous dit « Viens, je vais te faire essayer les Argo d'aujourd'hui, tu vas voir, c'est complètement changé. » Donc, la semaine prochaine, à ne pas manquer. Et dans 2 semaines, on vous présente notre premier reportage sur la République dominicaine. C'est à ne pas manquer, un très beau voyage. Je vous rappelle que cette émission-là et toutes nos émissions sont visionnables de façon intégrale, toujours sans frais évidemment, sur notre site internet télé-mag.tv. À la prochaine! On vous parle d'initiative phonique du sec du côté À partir de quand que je débarque de mon 4 roues, moi, personnellement, je commence ma ligne d'odeur. Fait que je vais prendre ma bouteille d'urine, puis à environ toutes les 10-15 mètres, je vais laisser aller une vaporisation. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.